I'm Rodrigo Roa Duterte. That's my J'entends pas. first middle name. Cet homme, fatigué et vêtu d'un costume trop grand que vous venez de voir, c'est l'ancien président des Philippines, au pouvoir entre 2016 et 2022. Rodrigo Duterte a été arrêté le 11 mars dernier à l'aéroport de Manille en application d'un mandat d'arrêt de la Cour pénale internationale. Il est accusé par la Cour de crimes de guerre pendant sa politique ultra-violente de guerre contre la drogue. Ses avocats dénoncent un enlèvement et ses soutiens politiques accusent le clan au pouvoir aux Philippines d'avoir fait arrêter Duterte pour se débarrasser d'un opposant encombrant. Alors qu'en est-il vraiment ? De quoi est accusé Duterte ? Est-ce que la Cour pénale internationale est de nouveau prise au sérieux ? Et est-ce que Morgane, qui fait les cartes des épisodes, va me détester car je parle d'un pays qui est composé de plus de 7500 îles ? La réponse à presque toutes ces questions, c'est tout de suite dans ces DDM. Elle m'a dit que oui. Les Philippines, c'est donc un pays composé de 7641 îles, si j'en crois Wikipédia. Situé en Asie du Sud-Est et peuplé de plus de 116 millions d'habitants, il a pour capitale Manille. Les Philippines ont été successivement colonisées par les Espagnols, puis par les États-Unis, avant d'accéder à leur indépendance en 1946, après une période d'occupation japonaise. Ensuite, le pays a connu la dictature avec la présidence de Ferdinand Marcos. Marcos, il a été au pouvoir entre 1965 et 1986 et il a notamment emprisonné et tué des milliers d'opposants avec le soutien de Washington. Retenez bien cette histoire de Marcos parce qu'on y reviendra. La dictature est donc renversée en 1986 par une révolution. Suite à ça, le pays se démocratise et c'est dans ce contexte démocratique que Duterte est élu en 2016. Mr. President! Hardline anti-crime mayor Rodrigo Duterte is poised to become the next president of the Philippines. Et dès le début de son mandat, il annonce la couleur. Hitler massacred 3 million Jews. Now, there is 3 million, there's a 3 million drug addicts. There are. I'd be happy to slaughter them. C'est donc le début de cette fameuse guerre contre la drogue qui ressemblera davantage à une guerre contre les pauvres. En 2019, Amnesty International l'a décrit ainsi. Depuis 3 ans, la guerre contre la drogue que mène le président Rodrigo Duterte se résume en fait à une économie du meurtre à grande échelle. Les pauvres en payent le prix. Le gouvernement philippin a reconnu au moins 6600 homicides imputables à la police. Des éléments de preuve laissent à penser que plusieurs milliers d'autres personnes ont été tuées par des individus armés non identifiés ayant probablement des liens avec la police. Les recherches actuelles estiment que le nombre de victimes de cette guerre, ce serait au moins 16 000 personnes, sans que ce soit des personnes forcément liées au trafic. Le journaliste Harold Thibault racontait une de ces exécutions extrajudiciaires dans Le Monde en 2017. Il était 21h ce 28 décembre 2016. Dans la maison de la famille Santor, dans le bidonville de Caloocan, on profitait de la fraîcheur de la soirée. Il y avait de la musique lorsque 2 motos se sont arrêtées dans la ruelle. 4 hommes en sont descendus et ont ouvert le feu sur toutes les personnes qui se trouvaient dans la bicoque. Bilan, 8 morts dont 3 mineurs et une femme enceinte. Et en fait, les hommes à moto étaient des policiers. Ils ont justifié la fusillade en disant que la maison avait servi de point de vente de drogue. Comme le résume un militant associatif philippin, dans notre pays, désormais, le seul soupçon d'un quelconque lien avec la drogue vaut condamnation à mort sans autre forme de procédure. Et ça, c'est qu'un des nombreux crimes des policiers philippins pendant cette période. Autant dire que l'arrestation de Duterte, elle a été accueillie avec soulagement par les familles des victimes. For me, I am very happy with what has happened because slowly, the justice that we want for those who have died is slowly moving forward. Mais vous vous doutez bien que les partisans de Duterte ne l'entendent pas de cette oreille et qu'ils se sont rassemblés pour le soutenir suite à son arrestation. Aux Philippines, certains considèrent en effet l'arrestation de Duterte comme politique. Il s'agit d'un règlement de compte politique, n'hésite pas à dire son avocat. Les Philippines veulent obtenir un siège au Conseil de sécurité de l'ONU. L'affaire donne l'occasion au gouvernement de montrer qu'il respecte le droit international, estime, par ailleurs, la journaliste philippine Zen Hernandez venue couvrir l'audience. Mais en fait, ça va plus loin qu'un siège à l'ONU, puisque les Philippines sont depuis plusieurs mois le théâtre d'une guerre de clans entre 2 familles qui se partagent le pouvoir, la famille Duterte et la famille Marcos. Oui, Marcos, comme le dictateur Ferdinand Marcos dont je vous parlais tout à l'heure. En fait, c'est son fils, Ferdinand Marcos Jr., qui est au pouvoir depuis 2022.
Ferdinand Marcos Jr. clinched a stunning landslide victory in the Philippines presidential election on Monday, bringing the son of a former dictator back to lead the nation. Et ce que je ne vous ai pas dit non plus, c'est que la vice-présidente, c'est Sara Duterte, la fille de Rodrigo, exactement. Fifi la famille. Non mais dis pas Fifi la famille là avec ton... Fifi la famille. Donc il y a une guerre des clans entre ces deux familles depuis plusieurs mois dans le pays. Fin novembre, la vice-présidente Sara Duterte, fille de l'ancien président Rodrigo Duterte, a affirmé être la cible d'un complot d'assassinat de la part du président Ferdinand Marcos Jr. Celle-ci a promis de faire assassiner le président et des membres de sa famille si elle-même était tuée. Cette vidéo de Brut, elle est très bien. Si vous voulez comprendre cette guerre entre les deux dynasties familiales, je vous la conseille, le lien est en description. Ce qu'il faut retenir, c'est que les Duterte soupçonnent Marcos Jr. de vouloir faire passer une loi pour pouvoir se représenter en 2028. Alors forcément, Duterte qui se fait arrêter dans ce contexte, ça interroge au moins. D'autant plus qu'il y a quelques mois, Marcos Jr. avait dit ça. Will the Philippine government hand them over if the ICC... We don't recognize the warrant that they will send to us. So that's a no. That's a no. Et aujourd'hui, il dit ça. Mr. Duterte was arrested in compliance with our commitments to Interpol. Hours before his arrival, Interpol Manila received an official copy of the ICC warrant. This prompted the Prosecutor General of the Department of Justice to serve the warrant. Interpol asked for help, and we obliged because we have commitments to the Interpol. Donc forcément, ce revirement alimente la thèse d'un complot contre la famille Duterte, même si l'enquête de la CPI avait démarré dès 2021. L'avocat de Duterte n'hésite d'ailleurs pas non plus à affirmer qu'il s'agit d'un règlement de compte politique, on l'a vu. Mais prenons le problème dans l'autre sens. Il s'agit peut-être d'un règlement de compte, d'accord. En tout cas, cette arrestation arrangerait bien la famille Marcos. Mais cependant, les victimes de la guerre contre la drogue sont bien réelles. Et leurs familles qui demandent justice aussi. Les yeux humides, Grace raconte avoir pleuré de joie et de soulagement derrière le comptoir. Plusieurs fois, elle répète « Après 9 ans d'attente, c'est fou !» Mais que nous dit cette arrestation à une époque où des mandats contre Poutine et Netanyahou sont restés lettres mortes? Dans un article pour le journal La Croix, Elie Guidi rappelle que, bien que le statut de Rome, traité fondateur de la CPI, ait été ratifié par 125 pays, la CPI lutte depuis sa création contre un manque de reconnaissance et de pouvoir coercitif. Seuls 21 sur les 60 mandats d'arrêt délivrés depuis 2002 avaient été exécutés avant l'arrestation de l'ex-président philippin. Que faut-il pour que la CPI puisse exercer ses prérogatives? Que la personne recherchée ne soit pas blanche, déjà, qu'elle soit plus au pouvoir dans son pays, et que les pays signataires du statut de Rome appliquent les mandats. C'est un communiqué du Quai d'Orsay qui a semé le trouble hier concernant le mandat d'arrêt lancé par la Cour pénale internationale contre le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou. Le ministère des Affaires étrangères rappelle que la France défend le droit international. Mais il ajoute qu'en fait, Netanyahou bénéficie d'une immunité en tant que chef d'un gouvernement d'un pays non signataire de la CPI. Et c'est là qu'il faut parler des États-Unis. Eh oui, encore eux. La première puissance mondiale, le pays qui a le plus de moyens militaires et de renseignements, n'a pas signé le statut de Rome. Et ça ne risque pas de s'améliorer avec Trump, c'est pas Trump qui va appliquer le mandat d'arrêt de Poutine. En tout cas, je pense pas. Ce qui ressort surtout, c'est une application assez variable du droit international. Poutine se rend en Mongolie, pays qui a ratifié le statut, mais il se fait pas arrêter. Mais malgré les pressions des pays occidentaux et des ONG, Oulan-Bator lui a au contraire déroulé le tapis rouge. En même temps, je comprends, la Mongolie voulait peut-être pas se faire envahir, certes. Duterte, lui, se fait arrêter aux Philippines alors que les Philippines ont retiré leur participation à la CPI. Encore une fois, l'arrestation de Duterte est une bonne nouvelle pour les victimes de sa guerre contre la drogue. Je ne dis pas le contraire. Mais cette arrestation montre aussi que l'application du droit international est bien trop souvent dépendante de la situation politique et des alliances de la personne poursuivie. Cette inégalité de traitement, elle est bien pratique pour faire passer la CPI pour une institution partiale et illégitime. C'est d'ailleurs ce que fait l'avocat de Duterte. And a troubled legal institution subject to delegitimization. With this in mind, it is not surprising that my client was abducted from his country. Mais posons-nous la question. Est-ce que la responsabilité de cette partialité ne reviendrait pas plutôt aux chefs d'État et au gouvernement qui appliquent les mandats d'arrêt quand ça leur chante? Voilà, c'était CDDM. L'actualité nationale, c'est déprimant, mais n'oubliez pas que l'international sera le genre humain.